Luc Hervounas, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Nouvelle Gauche du Val-de-Marne, vous êtes candidat au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. On va d'abord parler de la République En Marche qui va réunir un séminaire de la majorité les 15 et 16 janvier avec des textes très consensuels votés depuis début septembre. Est-ce que vous pensez que là, à la rentrée, il peut y avoir des scissions dans la majorité, notamment sur certains textes? Je pense à l'immigration dont on parle beaucoup, la PMA, Notre-Dame-des-Landes. C'est aux collègues de la majorité de nous démontrer qu'ils sont des députés à part entière et pas des godillots. Moi, ce que je regarde depuis maintenant plusieurs mois, vous le voyez vous-même, il y a des standing ovations, 1 à 2 par question d'actualité au gouvernement, ce qu'on n'a jamais vu sous la 5e. Voilà, on vote au canon, on ne discute pas nos amendements. Dans le cadre du projet de loi de finances, on avait déposé 140 amendements, 3 seuls ont été repris. Voilà, c'est une majorité qui, jusqu'à présent, renvoyait l'image d'une majorité en bloc, très en granit. Aujourd'hui, on va voir si les députés de la République qui le représentent sont tous d'accord, qu'ils pensent tous de la même manière sur la loi sur l'immigration, qu'ils pensent tous de la même manière sur des questions de société comme la PMA. C'est eux qui vont nous le dire. Moi, je sais ce que je défendrai vu de mon siège de député de gauche. Mais in fine, sur toutes ces questions, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Et souvenez-vous, ils avaient dit il y a quelques semaines, ça avait été repris par vos confrères, vous-même je crois aussi, qu'ils cherchaient leur ligne idéologique. Il serait grand temps quand même. Alors sur l'immigration justement, il y a déjà de vives réactions au sein même de la majorité. On va écouter Manuel Valls qui s'est exprimé sur la venue des policiers dans les centres d'hébergement pour recenser les migrants. C'est une circulaire du ministère de l'Intérieur. Il s'exprime à ce sujet ce matin. Il ne s'agit pas d'aller trier des migrants, il ne s'agit pas d'envoyer la police là dans les centres, il s'agit de savoir comment ensuite on traite tout le processus qui va consister en effet à savoir quels sont ceux qui ont droit à l'asile et ceux qui n'ont pas droit à l'asile. Donc vous comprenez que des équipes mobiles aillent examiner la situation des migrants dans les centres d'hébergement qui sont censés être ouverts à tous? Absolument, et cela doit se faire en bonne coopération avec les associations, les ONG, la plupart font un travail tout à fait remarquable. Alors ça fait débat. Est-ce que pensez-vous, que des équipes mobiles, que les autorités doivent aller dans les centres qui sont gérés par les associations aujourd'hui? Déjà, il va falloir que le ministre de l'Intérieur nous explique sa circulaire du 12 décembre dans laquelle il mentionne la mise en œuvre, ce qui n'existait pas jusqu'à présent, de brigades mobiles. Qu'est-ce qu'on met dans l'expression brigade mobile? Vous croyez, Brigitte Boucher, un instant que des fonctionnaires de la préfecture vont aller seuls, sans réquisition de la force publique, de la police, pour les accompagner, pour aller faire la mission qu'on leur ordonne de faire, d'aller trier, lister des familles entières? C'est la première fois sous la Ve République que l'État va même entrer dans le logement d'urgence, dans le champ du social. Et c'est pour ça que toutes les associations, le Secours catholique, l'Association de droits de l'homme, SOS Racisme, sont en train aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme comme des grands-mères. Il y a atteinte aux droits de l'homme, comme dit Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui a tiré la sonnette d'alarme. Il faut écouter ce que dit le défenseur des droits. Si lui aussi parle de cette manière-là, il y a juste un petit problème. Vous savez, moi j'aimerais, on parlait de ligne idéologique, comprendre quelle est la ligne politique du président Emmanuel Macron. Moi je me souviens d'un certain Emmanuel Macron, ministre de l'économie, du gouvernement de Manuel Valls, où ils étaient en compétition l'un et l'autre, et je sais de quoi je parle, j'étais aux premières loges pour assister à leur compétition interne, qui disait qu'il félicitait Angela Merkel parce qu'elle accueillait les bras ouverts les migrants en Allemagne, et une fois élu président de la République, changement de discours, on met en place une politique que même Nicolas Sarkozy ou Brice Hortefeux n'ont pas osé mettre en œuvre. C'est quoi la ligne politique? Double discours chez Emmanuel Macron? Ah bien sûr, c'est le et en même temps. Quand il faut séduire, on utilise une certaine lexicologie et cela permet de gagner une élection. Et ensuite, on met en place une politique très autoritaire, très sécuritaire. C'est la ligne dure qui est en train de l'emporter aujourd'hui à Beauvau. Il y a eu une réunion interministérielle vendredi dernier. On voit bien ce qui est en train de se mettre en œuvre. Moi, je demande des explications quand des policiers lacèrent des tentes ou jettent des couvertures. Je demande des explications au ministre de l'Intérieur sur ce qu'il entend faire dans le logement d'urgence. Écoutez, on ne peut pas avoir en face de vous toutes les associations, tous les grands-mères comme Martine Aubry ou Alain Juppé, le défenseur des droits qui tous en même temps tirent la sonnette d'alarme et que l'on vous dise circulez, il n'y a rien à voir, tout va très bien. À l'inverse, est-ce qu'il faut utiliser la violence, la force pour évacuer les zadistes de Notre-Dame-des-Landes? Mais je ne vois pas la comparaison, mais je vais vous répondre à votre question. Écoutez, moi je suis un parlementaire.
Il y a eu 179 décisions de justice, il y a eu des assemblées exécutives locales qui ont, pendant des années, ce projet est plus vieux que moi, je le répète à chaque fois que l'on m'interroge, j'ai 46 ans, ce projet existait déjà il y a presque 50 ans. Aujourd'hui, il y a même eu un référendum demandé par l'ancien président de la République qui a apporté une réponse de la population. Il y a un état de droit. Moi, je vous le dis, Brigitte Boucher, je demande non seulement l'évacuation des zadistes, et que cela se fasse sans plus tarder maintenant, puisque la réponse du gouvernement devrait arriver d'ici fin janvier, et que l'on construise cet aéroport. Parce que, à force de tergiverser, qu'est-ce que l'on veut? Moi, je me mets à la place de Johanna Rolland, la maire de Nantes. Vous voulez que finalement, les Nantais, dans son agglomération, subissent les nuisances sonores parce que quelques esprits chagrins auraient refusé tout simplement l'aménagement du territoire? Alors on le voit bien, il y a des tiraillements dans la majorité, mais les Français, eux, font confiance à Emmanuel Macron. Il a gagné 9 points dans un dernier sondage Odoxa à 54%. Comment vous expliquez finalement cette réussite du chef de l'État? Pas cette réussite, c'est vous qui le dites. Plus 9 points, ça c'est du jamais vu, c'est inédit. Je vous invite à regarder l'ensemble du sondage et toutes les personnalités sondées, comme de par hasard, elles prennent toutes des points. Toutes, y compris Manuel Valls a pris des points dans les sondages. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'il y a une période, et aussi il y a une communion nationale au travers, j'imagine, de la personnalité forte qui a rassemblé des millions de Français de Johnny Hallyday. Je pense que tout ça fait que on a cette montée, mais c'est surtout une montée dans l'opinion publique de droite. Regardez les chiffres quand on regarde d'où vient cette remontée. Il ne convainc que 41%, quand on me parle de 55% de sympathisants socialistes. Et puis ensuite, il monte en flèche sur l'électorat de droite parce qu'il fait une politique de droite. Mais il monte aussi beaucoup chez les retraités qui ont subi la hausse de la CSG. Et qu'aujourd'hui, on verra s'il continuera à monter chez les retraités quand ils se rendront compte avec la mise en œuvre du projet de loi de finances 2018 de leur pouvoir d'achat qui va diminuer. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron, avec le ministre de l'Intérieur, ils sont en train de braconner sur les thématiques de la droite parce qu'ils considèrent que c'en est fini de la gauche, et il se trompe parce que le clivage gauche-droite... Vous devez être ravi que justement il braconne à droite. Mais moi je suis ravi de rien. Laisse un espace pour le Parti socialiste. Je ne peux pas être ravi quand je vois un président de la République qui se disait et de gauche et de droite mettre en œuvre ce type de politique sur l'immigration. Écoutez, j'ai été le maire d'une ville de banlieue, je suis moi-même un fils d'immigrés. Est-ce que vous croyez que les valeurs universalistes d'accueil de la France sont aujourd'hui portées avec force et vigueur dans ce que préconise le ministre de l'Intérieur? Un espace à la gauche pour éventuellement revenir au pouvoir. Mais il n'y a pas un espace à gauche, Brigitte Boucher. Il y a tout simplement la gauche. Certes, nous avons été laminés aux dernières élections présidentielles et législatives, mais comme je le dis, dans le calendrier politique qui nous attend, le rendez-vous de mars prochain, qui est un rendez-vous des socialistes, le rendez-vous des élections européennes et le rendez-vous des élections municipales, c'est alors au sortir de ces trois grands rendez-vous que nous verrons si nous aurons collectivement réussi à relever avec fierté la tête et donner un peu d'entrain et de perspective à nos Parce qu'au mois d'avril, il y aura le congrès du Parti socialiste. Vous êtes aujourd'hui le seul candidat déclaré au poste de premier secrétaire. Pourquoi vous mettez autant d'énergie à essayer de sauver le PS alors que tout le monde dit qu'il est mort? Mais parce que d'abord, il n'est pas mort, j'ai pas l'air d'un mourant, et que le socialisme est incarné dans des centaines de collectivités territoriales aujourd'hui. Donc quand je vois Orthez, il y a 15 jours, qui est passé sous la bannière du PS, j'aimerais bien que l'on m'explique en quoi nous sommes morts. Et puis moi, je crois en cette histoire du socialisme. Je crois au fait que le progrès, nous l'incarnons dans toute notre ADN quand nous avons porté les congés payés, nous avons porté les 35 heures, la CMU, le mariage pour tous, et on nous ferait croire que nous sommes, nous, le vieux monde. Il y a aujourd'hui à devoir nous rassembler sur la lutte contre la reproduction des inégalités, sur l'Europe, sur l'écologie, sur la démocratie. Tous ces thèmes que j'emploie et que je développe dans mon Tour de France doivent pouvoir rassembler les socialistes. Moi, je vois là encore quelques-uns qui voudraient nous rejouer le match des réformistes contre les frondeurs. Ça suffit. On va écouter Olivier Faure qui a pris la parole. Il est président du groupe Nouvelle Gauche ici à l'Assemblée. Écoutez, moi je souhaite que nous prenions une décision de manière collective et que nous puissions cocher un certain nombre de cases. Celle du renouvellement, que nous puissions nous poser la question de savoir quels sont celles et ceux qui pourraient nous amener à être à nouveau entendus, avoir un discours qui soit un peu disruptif, comme on dit aujourd'hui, qu'on soit capable d'embrasser les nouvelles questions, qu'on puisse tirer le Parti socialiste vers le haut, parce que ce n'est pas simplement une refondation, c'est une renaissance qu'il faut appeler de nos vœux.
Renaissance du Parti socialiste, le profil qui décrit, c'est celui de Najat Vallaud-Belkacem? Je sais pas, j'ai pas entendu le nom de Najat dans l'extrait que vous m'avez donné, mais moi je souris parce que Olivier Faure, que j'ai soutenu pour la présidence du groupe à l'Assemblée nationale, dit souvent, et il a raison, qu'il faut que le choix soit un choix collectif. Oui, le collectif que moi je veux représenter, c'est celui des militants. Pas le choix collectif d'une trentaine de personnes qui se réunissent quand on lit les quotidiens dans des cafés parisiens pour savoir dans cet entre-soi qui va y aller, où va être la fumée blanche. Moi, encore une fois, soutenir notamment Najat Vallaud-Belkacem. Je rencontre des centaines et des centaines de militants dans ce Tour de France. Ce qu'ils attendent de nous, ce n'est pas que l'on rejoue l'histoire d'un Sénat à 30 qui représente 30 cartes. In fine, pour choisir le destin de 90 000 militants. Je pense qu'il se trompe aussi, excusez-moi, dans sa réflexion de rendez-vous dans le calendrier politique que je vous décrivais. Il ne s'agit pas pour nous de chercher celui ou celle qui va nous représenter en mars prochain aux élections européennes ou aux élections voire présidentielles. Il s'agit, comme il l'a répété, que l'on regarde qui coche toutes les cases avec le savoir-faire et aussi d'un savoir-faire d'un exécutif local. C'est pour ça que vous essayez de dissuader Najat Vallaud-Belkacem. Moi, je dissuade pas ça. Je répondais hier à une question d'un de vos confrères. Vous voulez proposer la tête de liste pour les européennes? Déjà, je ne sais pas si elle le souhaite. Mais si elle le souhaitait, et puis c'est loin les élections européennes, c'est en 2019, si Najat souhaite rentrer dans cette bataille, je trouve que ce serait une belle réponse pour mener une belle campagne. Si je suis élu premier secrétaire du Parti socialiste, alors je présenterai aux militants sa candidature. Mais là encore, ce sont les militants qui trancheront. Est-ce que vous souhaitez, vous, une alliance rouge-rose-vert pour les européennes? Alors, rouge-vert pour les européennes, le rouge avec nous va être un peu compliqué. Il faut être un peu pragmatique. Après, vous savez, encore une fois, les élections européennes vont être extrêmement difficiles. On voit bien en plus... Vous avez vu ce qui s'est passé au congrès du Modem ce week-end. On voit par les différentes prises de parole préfigurer d'une nouvelle alliance assez hétéroclite que va vouloir faire la République en marche. Bon, ça leur appartient. Mais moi, ce que je crois d'abord et surtout, c'est que nous qui avons porté avec François Mitterrand, avec Jacques Delors, cette grande idée d'une Europe politique, nous devons, si nous voulons convaincre, demain, reparler à nos compatriotes, parler d'Europe. Parler d'une Europe sociale, d'une Europe politique. Vous savez, la seule fois où on a été plutôt pas mauvais aux élections européennes, c'était avec Lionel Jospin, quand justement on avait parlé d'Europe sociale. Et qu'il faut revenir à quelle Europe on veut, et pas l'Europe de la technostructure. Quand on nous parle d'Europe, on nous parle toujours de déficit, de chiffres comptables. À un moment donné, j'aimerais bien qu'on revienne à l'essence même de cette belle idée qu'est l'Europe. Est-ce que vous devez vous redéfinir votre ligne politique? Vous avez été très proche de Manuel Valls. Aujourd'hui, on a parfois du mal à vous situer sur l'échiquier politique. Est-ce que Manuel Valls n'est pas devenu votre principal handicap après avoir été votre principal atout? Moi, je suis socialiste. J'ai fait en 2007 la campagne de Ségolène Royal, en 2012 de François Hollande et en 2017 de Benoît Hamon. Et aucun des trois candidats à l'élection présidentielle que je viens de donner là n'était mon candidat. Mais ils étaient tous mon candidat socialiste. Et aujourd'hui, il faudrait que je vienne m'expliquer d'avoir été loyal à mon parti, loyal à la règle du jeu. Là où d'autres ont tourné le dos, trahi, sont passés à autre chose. Et quelque part, c'est moi qui serais dans un corner et qui serais en train de dérailler. Donc moi, j'assume d'être socialiste. J'assume d'être resté fidèle et loyal à mes valeurs et à mon histoire. On va écouter Nicole Belloubet qui s'est exprimée sur la création d'un parquet antiterroriste. Actuellement, le parquet de Paris, qui gère le terrorisme, a aussi de multiples autres compétences. Or, face à la montée de la menace terroriste, à sa présence permanente, il nous a semblé important que le parquet de Paris puisse d'une part s'occuper des affaires territoriales et que d'autre part, comme tout parquet, et que d'autre part, il y ait un parquet national qui soit centralisé et, je dirais, focalisé principalement sur le terrorisme, même si d'autres compétences peuvent lui être adjointes. Est-ce que pour vous c'est nécessaire ce parquet antiterroriste alors qu'il y a déjà une section antiterroriste au parquet de Paris? Déjà, je vais vous dire, ça fait du bien de l'entendre, la garde des Sceaux. On se demandait où elle était depuis des mois. C'est un ministère régalien, le ministère de la Justice. Donc je suis ravi de retrouver dans cette image une garde des Sceaux volontariste visiblement pour lutter. Et là, nous pouvons faire corps tous ensemble contre le terrorisme. Je n'ai pas suffisamment d'éléments étayés pour vous dire si c'est un bon ou un mauvais choix, mais tout ce qui va dans la lutte contre le terrorisme de manière plus efficace, moi comme parlementaire je ne peux que le cautionner. Est-ce que vous êtes favorable à l'indépendance du parquet, à ce que le président
nomme les magistrats du parquet comme, que le CSM nomme, que le président nomme les magistrats du parquet comme il le fait pour les magistrats du siège sur avis du CSM. C'est un sujet dont on pourrait débattre, c'est sûr, mais pour celles et ceux qui nous regardent, ce n'est pas parce qu'il y a quelques cas isolés ici ou là qu'il faut laisser entendre qu'il y a collusion entre justice, politique, magistrats. Je crois que les pouvoirs en France sont bien séparés. Après, l'affaire Urvoas-Solaire nous a peut-être montré le contraire. Peut-être. En tous les cas, je me suis exprimé sur cette question. Si jamais elle était avérée, ce serait extrêmement grave qu'un garde des Sceaux envoie à un ami des informations sur une enquête le concernant. On est plus dans l'état de droit, on est dans la République des copains. Merci Luc Arbonaz d'avoir été avec nous ce matin. Député Nouvelle Gauche du Val-de-Marne, candidat au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Très bonne journée à vous. Merci.